L'informatique, c'est vaste. Malheureusement, les gens font un peu d'amalgame. Ils se disent, tu es informaticien, non, ça suffit. Ouais. Il y a plusieurs blocs à l'intérieur. Il y a les développeurs, il y a des gens qui font du pentest. De base, je n'étais pas destinée à faire de la cyber. Ma patronne, en fait, à l'époque, elle me dit, Yéna, tu sais, c'est pas ça que tu vas faire. Je vais te donner un truc. Et je suis sûre que c'est ce que tu vas aimer un peu plus tard. J'arrive en fait au premier cabinet de conseil et qui me demande est-ce que tu sais ce que c'est que la cyber? Je dis oui, bon, c'est des notions, j'en entends parler, mais je ne savais même pas que c'était un métier à part entière. À quoi ressemble une attaque cyber? Tout sauf à ce qu'il y a dans 24 heures chrono. Aujourd'hui, j'accueille Yéna Kinyaman-Soro, experte en cybersécurité, certifiée ISO 27005, Risk Manager. Elle est directrice de l'agence de communication affaires publiques et PR, ABG et manager cybersécurité chez CyberOps Consulting. Elle est aussi commissaire générale adjointe du Cyber Africa Forum, la plateforme de référence sur la confiance numérique en Afrique. Avec 8 ans d'expérience dans l'audit des systèmes d'information et la cybersécurité, elle a évolué dans des cabinets de référence au Maroc avant de rejoindre la Banque nationale d'investissement en Côte d'Ivoire, puis CyberOps Consulting en tant que manager cybersécurité. Aujourd'hui, elle accompagne les entreprises du numérique sur des enjeux de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, tout en portant l'initiative Cyber Africa Women au sein du CAF. Elle nous partage aujourd'hui son parcours, ses défis et sa vision de la cybersécurité en Afrique. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Yéna. Bonjour Edith. Comment tu vas? Très bien, très bien. On s'est vu au Bénin. On s'est vu au Vodun Days. Au Vodun Days, c'était waouh. Incroyable. Incroyable, franchement, une très très belle expérience. Et j'étais ravie de tomber sur ma sœur, ma petite sœur ivoirienne, au détour, dans la nuit. Au détour d'un stand. D'un stand. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. Je suis ravie de te recevoir. Moi aussi. Aujourd'hui. Yéna. J'ai du mal à prononcer tout le nom. Donc, je préfère que tu prononces ton nom à l'état civil, qui est magnifique. Merci. Mais que j'ai du mal des fois à prononcer. Bon, je pense que tout le monde a un peu de mal, sauf ceux qui ont l'habitude de le côtoyer, parce que c'est justement pour ça en fait que j'ai coupé Yéna. Ouais. Et qui était plus facile pour tout le monde. Sinon, à l'état civil, c'est Yéna Taba, Kinyaman-Soro. C'est même Kinyaman-Soro, le nom. Yéna Taba Nanyé, les prénoms. Kinyaman-Soro, c'est le nom de famille. C'est cela. Et Yéna Taba Nanyé, les deux prénoms que j'ai. Ah, il y a Nanyé dessus encore. Oui, il y a Nanyé dessus. Ah ouais, les Sénoufo, franchement... Tagbana, Tagbana. Ah, c'est pas Sénoufo. Si, c'est Sénoufo. Enfin, c'est le grand groupe. Mais je veux dire que je suis Tagbana. Tagbana. Oui. Vous avez des noms magnifiques. Avec des significations aussi. Ça signifie quoi, Yéna Taba? Alors, Yéna Taba, ça veut dire... Enfin, comme mon père aime le dire, c'est Yéna Taban. Yéna Taban. Voilà, c'est prenez-moi tel que je suis. Ok. Prenez-moi tel que je suis. Je pense que la signification aussi me suit un peu aussi. Pourquoi tu penses qu'ils ont choisi ce nom à ta naissance pour te l'attribuer, Yéna Taban? Alors, je pense que c'est l'amour de ma mamie. Parce que je suis la seule à porter le prénom de ma grand-mère. Ok. Donc, j'ai un peu de chance. Oui. Donc, c'est le nom de ma mamie que je porte. Et aussi, j'ai son petit nom aussi, Nanya, qui veut dire maman claire, parce qu'elle était vraiment très claire de peau. Ok. Et tout. Donc, je porte littéralement le nom de ma grand-mère. C'est un bel hommage que tes parents... Très bel hommage. Très bel hommage. Et tu sens que ce nom agit sur toi au quotidien? Oui, dans ton quotidien, parcours? dans mon parcours, en tout cas. J'ai un parcours un peu atypique, en tout cas. Et puis, j'essaie aussi de... Enfin, je fonctionne avec des principes et j'espère que les gens me prennent tel que je suis. Nous, on te prendra tel que tu es, parce que tu as des choses à dire. Tu es manager cybersécurité. J'ai signé, c'est de donner tes différents métiers, on va dire, tes différentes attributions. C'est ça. Principalement manager en cybersécurité. Tu es également directrice d'une agence de PR. Et également, tu es commissaire générale adjointe du Cyber Africa Forum. Le CAF. Le CAF. Le célèbre CAF, qui sera à sa 5e édition du 24. Les 24-25 juin à Cotonou, au Bénin. À Cotonou. Toujours Cotonou. Yeah. On arrive bientôt. Alors, au quotidien, principalement, quand on est experte en cybersécurité, certifié ISO 27005, et qu'on a ces 2 casquettes en plus, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Qu'est-ce que Yéna fait au quotidien?
de ces journées? C'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre parce que, comme tu l'as vu, il y a 3 casquettes. Donc, déjà, au cabinet, il y a les clients à voir, à qui il faut proposer des stratégies de cybersécurité pour ceux qui souhaitent se faire accompagner et aussi, en fait, pour ceux qu'on a déjà accompagnés, il faut aussi la partie implémentation de ces stratégies-là. Il y a de l'audit, il y a du conseil aussi qu'on fait. Ça, c'est vraiment pour la partie métier cybersécurité. Pour la partie agence comme PR, on organise des événements et on s'adresse en fait principalement au secteur du numérique, tout le secteur du numérique, hein, que vous fassiez de l'infra ou de la cyber, justement. On s'adresse à ces entreprises-là qui ont la particularité d'avoir quelqu'un qui comprend le métier et qui peut les accompagner justement dans la communication, dans les mises en relation, justement sur ces aspects, on va dire, très, très réglementés du secteur, hein, parce que c'est un secteur un peu particulier. Et généralement, la communication qu'on a n'est pas tout le temps adaptée. Oui. Et on essaie justement de mettre quelqu'un qui comprend le métier et aussi d'accompagner sur la partie communication PR, et comme je l'ai dit, événementielle. Et troisièmement, il y a le CAF. OK. Le plus gros du morceau. Oui. Sur le CAF, principalement, je gère justement tout ce qu'il y a comme éditorial. Donc, l'éditorial consiste à toutes les sessions que vous voyez depuis 5 ans. Il faut les mettre en place. Il faut rédiger la partie scientifique derrière. Il faut aussi, en fait, la relation avec les partenaires. Parce que tu vois, quand tu invites Edith pour venir sur le Cyber Africa Women, il y a des initiatives. Il faut aussi trouver les bons speakers. Il faut aussi trouver justement les bons sujets aussi. Les bons sujets. Ouais. Surtout ça, les bons sujets. Et aussi, il y a toute une partie logistique événementielle en fait, qu'il y a derrière que je suis aussi amenée à gérer. Donc, au cabinet, on m'appelle un peu le 360 parce qu'il faut que j'ai une vue sur tout. Parce que tu gères la communication et la logistique en plus. La communication, je ne fais juste que la gestion de projet parce que on a un directeur communication qui est là, qui s'appelle Lewis Pagoriwan, qui gère, ça c'est son domaine, mais moi j'ai juste besoin d'avoir une visibilité à l'intérieur. Mais il y a une partie purement événementielle aussi qu'il faut gérer. Bien sûr, j'ai un directeur de projet aussi, qui est Néré Consultant. Et il faut en fait la gestion de projet du début, c'est-à-dire du moment où le comité vote, quand je dis vote, décide pour le thème, jusqu'à la cérémonie de clôture. Il faut gérer tout ce projet. Ça prend au moins 6-8 mois pour se mettre en place. C'est un gros projet en tout cas. C'est chronophage. Hein? Très chronophage, énergivore. Et ça demande beaucoup d'investissement personnel aussi. Ah ouais. Tu as dit que le secteur de la cybersécurité est un secteur assez spécial, ici en Côte d'Ivoire et en Afrique certainement. Pourquoi c'est spécial par rapport à tous les autres secteurs, dans le numérique par exemple? Alors, c'est un secteur assez spécifique et spécial, je dirais, parce que c'est un secteur en fait qui, pour moi, hein, c'est un secteur de soutien. Okay. Alors, que je sois quelqu'un qui consomme de l'administratif, c'est-à-dire même quand je vais à la mairie, j'ai une donnée derrière qui est traitée. Donc, forcément, quelqu'un va la sécuriser. Que je sois en banque, j'ai de la data qui est traitée, qui a besoin d'être sécurisée. Donc, en fait, c'est un secteur qui est assez transverse à tous les métiers et qui, aujourd'hui, en fait, est vraiment en soutien. De base, on a l'IT, parce que généralement, le secteur de l'informatique, de manière beaucoup plus générale, mais il y a plusieurs blocs qui constituent justement ce domaine informatique pour être plus large, hein, de manière plus globale, ce secteur informatique-là. Et ces blocs-là, spécifiquement, se soutiennent les uns et les autres pour pouvoir assurer la disponibilité, la confidentialité, la traçabilité de tout ce qu'on traite comme information. Ça, c'est le socle de la cyber. Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment un secteur de soutien. Support. Voilà, c'est un support. Parce qu'il est transverse à tout ce que tu viens de citer. Ouais. Il est transverse. Et comme je dis, l'informatique, c'est vaste. Malheureusement, les gens font un peu l'amalgame. Ils se disent, tu es informaticien, non, ça suffit. Ouais. Il y a plusieurs blocs à l'intérieur. Il y a les développeurs, il y a des gens qui font du pentest, il y a des gens qui font de l'IA. Enfin, il y a beaucoup de spécificités à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des métiers. Autant que quand on parle de finance, on parle de banque, on parle de bourse. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça aussi. Je dirais que c'est critique, en fait. C'est un secteur critique parce que, comme tu l'as présenté avec les différents blocs et la cybersécurité qui vient en support, si l'application bancaire, moi, en tant que banque, mon application bancaire
celle qui permet à mes clients de faire des virements, de voir leur solde et tout, n'est pas protégée, n'est pas suffisamment protégée. Exact. J'expose mes clients à ce que leurs données soient en vente sur le dark web, que leurs données soient utilisées à des fins frauduleuses. Si, par exemple, je suis le ministère de l'Éducation nationale et le site sur lequel se trouve la liste de tous les admis, les diplômes et tout, n'est pas sécurisé, j'expose également à ce que ces données soient exploitées sur le marché noir et tout, en fait. Donc, tous les secteurs sont critiques parce que même quand je prends le secteur de l'électricité, si leurs serveurs ne sont pas sécurisés aussi, il peut avoir un blackout total sur tout le territoire parce qu'un individu serait aujourd'hui, il y a certains secteurs en fait qu'on considère comme infrastructure essentielle. Vous avez l'électricité, le secteur bancaire aussi, parce que en cas de crash de ces secteurs-là, l'économie ou même la santé du pays en fait est en péril. Oui. Donc hier, on a eu une coupure d'électricité. Ouais, ça j'ai pas compris. On en a des fois aussi. On en a des fois, mais je veux dire, la coupure d'électricité, elle peut en fait être tolérée sur une certaine période, mais une fois que, imagine, je dis n'importe quoi, vraiment très basique. On a tout Abidjan qui est dans le noir pendant plus d'une journée. Ça devient critique pour l'économie, c'est de l'argent qui est perdu, etc. Bon, ça encore, ça rentre dans une autre, on va dire dans une autre spécialité qui s'appelle la continuité d'activité, etc., mais aussi qui fait partie des aspects de gouvernance. Mais la cybersécurité aussi prend en compte en fait ces aspects-là. Parce que si la donnée n'est pas accessible, à un moment donné, on ne sait pas si, on va dire, la donnée en fait n'est plus traçable. On dit elle n'est plus intègre. Merci, c'est ce que je cherchais. Elle n'est plus intègre, elle n'est plus fiable. Et aussi, certains peuvent profiter de cette coupure-là sur un certain périmètre pour attaquer, etc. Parce que les gens seront occupés à faire autre chose. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça dans l'ensemble. Et donc, au quotidien, tu gères tous ces aspects avec les entreprises avec lesquelles tu interagis. C'est quel type d'entreprise en général avec lesquelles CyberOps interagit en termes de prestations au quotidien? Alors, on interagit avec le secteur public et aussi le secteur privé. Tu peux avoir dans l'énergie, dans la finance, banque, assurance, en tout cas, ces types d'entreprises-là. Parce que, comme je le précise, la cybersécurité, c'est une affaire de tous. Je pense qu'on l'a suffisamment répété pour dire que c'est une affaire de tous, ça concerne tout le monde. Qu'elle soit petite, moyenne ou grande entreprise, tout le monde est concerné. Sachant que généralement, ce qu'on observe actuellement, c'est que les gens se disent que vu que ça nécessite un investissement, je préfère ne pas y aller, ne pas solliciter l'expert pour venir m'aider. Tu en as besoin parce que si aujourd'hui tu te fais attaquer que toutes tes données sont dehors, tu n'as plus d'argent, tu ne fais plus rentrer d'argent. Donc mieux vaut investir justement dans ce processus de sécurité, se sécuriser, on va dire sécuriser son activité et puis continuer à prospérer. Donc aujourd'hui, on est dans on va dire dans un vrai contexte où les gens prennent conscience qu'il faut injecter de l'argent sur les aspects de cybersécurité et que ce n'est plus juste un bloc quelque part dans l'entreprise, mais c'est un bloc qui soutient toute l'activité de l'entreprise et qui permet aujourd'hui à l'entreprise en fait de pérenniser on va dire son activité. Est-ce que tu as parlé d'évolution, changement des mentalités au sein des entreprises par rapport à cette prise de conscience de protection cybersécurité. Ces 5 dernières années, comment tu évalues ce changement, cette évolution? J'imagine qu'à l'époque, en tout cas, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, que ce soit dans le secteur public, administration et autres établissements publics nationaux, ou bien dans les entreprises du secteur privé, il y a de plus en plus de demandes de postes en expert cybersécurité par rapport à en 2020, par exemple. Tu sens un changement? Il y a un grand changement, il y a un grand boom. Et je pense même que le confinement aussi a montré justement qu'il fallait investir en fait dans ces postes. Déjà, avant 2020, il y avait sur le marché mondial, il y avait une pénurie de profils. Ça se voyait. Du coup, on a assisté aussi en fait à des reconversions métiers qui étaient aussi nécessaires. Donc, tu avais des gens qui faisaient du droit, qui ont commencé à devenir des correspondants données personnelles, ce qui fait sens totalement parce que la partie données personnelles aussi est régie par une loi. En Côte d'Ivoire, c'est la loi 2013, 450 si je ne me trompe pas sur le code. Ensuite, tu as cet aspect de, on va dire, métier technique qui nécessite en fait à chaque fois qu'il y ait encore plus d'effectifs. Le marché actuel tel qu'il est fait, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre, il n'y a pas beaucoup de formation.
Il y a beaucoup d'auto-formation pour certains. Il n'y a pas beaucoup de formation? Il n'y a pas beaucoup de formation. Ce n'est pas encore si démocratisé qu'on le croirait. Avant des grandes écoles comme l'INPHB, oui, il y en a, les ATIC, mais il en faut plus. Encore plus les ATIC, il en faut plus. Il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus. Moi, mon parcours, c'est que j'ai fait un BTS. Donc, j'ai eu mon BTS en 2011. Donc, la période où j'ai mon BTS et le marché, déjà, ça ne correspondait pas. Le besoin ne correspondait pas. Parce que tu te retrouves avec un réseau informatique et télécom qui arrive en fait dans une sphère... Bon, à l'époque, il y avait le RIT, il y avait IDA, informatique développeur d'applications. C'était les deux choix. Donc, soit tu fais télécom, réseau pur, ou soit, en fait, tu sors développeur. Mais ce n'était pas que les deux métiers. Il y a beaucoup d'autres métiers derrière, en fait, qu'il fallait aussi avoir. Donc, pour ça, il faut quitter encore Abidjan et aller ailleurs. Dieu merci, il y a les ATIC aujourd'hui qui permettent de former et former même on va dire, une manne qualifiée. C'est très important. Qualifiée de l'INP aussi. Il y a le campus d'Abidjan aussi qui essaie vraiment de sortir une main-d'œuvre très qualifiée, mais ce n'est pas assez. Quand tu dis c'est pas assez, est-ce que ce n'est pas un manque d'intérêt des étudiants eux-mêmes, de vocation auprès des étudiants eux-mêmes? Est-ce qu'ils voient encore l'opportunité d'embrasser une carrière dans la cybersécurité? C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a le manque de volonté parce que malheureusement, l'écosystème est fait de telle sorte qu'on a besoin d'argent vite. C'est-à-dire quand on sort de BTS, on est totalement responsabilisé par la société. Il faut gagner de l'argent. Mais si tu veux avoir un cycle ingénieur, il faut payer toi-même. À un moment, tes parents n'ont plus forcément les moyens. Donc, il faut compter au moins 800 000 ou 1,5 million pour un bon cycle ingénieur. Il faut le payer chaque année. C'est un certain montant. Et pour certains, cet argent-là, en fait, peut être directement pris pour démarrer un petit business, etc. Et il y a aussi le décrochage, en fait, aussi, parce que le système scolaire, pour moi, universitaire même, n'est pas fait pour permettre en fait, à chacun d'explorer les compétences ou bien les capacités qu'il a. Donc, tu es automatiquement catalogué ou bien tu es obligé de te cataloguer toi-même en fait, dans le schéma qui est là pour te trouver des repères. Donc, avec tout ça, tu ne vas pas forcément trouver des gens qui vont aller jusqu'à venir vouloir embrasser une carrière dans la cyber. Donc, malheureusement, aussi, il y a d'autres, bon, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais il y en a qui arrivent, qui finissent tout le cursus, qui travaillent. Qui vont à l'extérieur? Non, oui, qui vont à l'extérieur déjà. Ça a été mon cas aussi. C'était mon cas. Moi, j'ai été boursière, l'une des rares boursières de l'État de Côte d'Ivoire. Bravo! J'ai été boursière. Je suis revenue justement, quand j'ai fini de faire mes 5 ans, j'ai voulu rentrer. Et j'ai été aussi encouragée par mes parents, ma mère, mon père et ma tante. Ils m'ont dit, il faut rentrer aussi. Elles m'ont dit aussi, il faut que tu rentres aussi donner au pays. Je dis, bien sûr. Le pays t'a donné. Le pays m'a donné. Il faut que tu redonnes. Donc, c'était aussi l'un des points de motivation même de mon retour. Mais pour en revenir aussi, on va dire, à la formation, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent, qui se débrouillent aussi pour avoir les profils parce qu'il y en a qui sont très bons sur place. Mais encore... Les entreprises ne savent pas les utiliser. Exact. Non, pas qu'elles ne savent pas les utiliser. C'est-à-dire qu'il y a aussi en fait, une grande stratégie en fait, de comment conserver les talents. Ah, parce qu'il faut payer. C'est la meilleure offre au Canada ou aux États-Unis ou en France. Il faut payer. Je pense qu'en 2021, de mémoire, quand je me rappelle très bien la sortie du confinement, parce que j'étais encore au Maroc, il y avait une grande vague de départ. Quand je dis départ, et ça, c'était juste sur le sol marocain, mais il y avait une grande vague de départ. Tout le monde partait au Canada. Ah, des experts en cybersécurité marocains qui partaient. Ils partaient de l'autre côté de l'Atlantique. Que ce soit des Ivoiriens, etc., qui étaient même sur place. Mais il y avait une grande vague. J'ai été même tentée, parce que j'en avais parlé à l'époque à mes parents. Mais il y avait une grande vague de départ. Et quand je te dis ces départs, c'était principalement dans le secteur de la cyber. Ils cherchaient soit des ingénieurs gouvernance, des pentesters, mais il y avait une vague de départ. Je me rappelle très bien sur on va dire, au complexe où on était à Casanière-Shore. À un moment donné, ceux qu'on croisait à la pause, on n'était même pas une centaine à se retrouver après le confinement parce qu'il y avait une vague de démissions, ils étaient tous partis. Donc, il y a ça aussi. Il y avait les conditions aussi on va dire, pour conserver les talents. Ici, sur place, les RH ont pris aussi la chose au mot. Ils comprennent mieux. Ils comprennent beaucoup mieux. Je me rappelle aussi que j'ai participé en fait à une conférence aussi pour les RH qui, justement, avec cette question de comment conserver les talents, justement, dans le secteur de la cyber, du numérique, etc. On avait un grand débat qui était très intéressant d'ailleurs. Et ce débat-là, en fait,
il disait non, c'est une question de salaire. Je dis non, il n'y a pas que la question de salaire. Il faut aussi en fait le profil de carrière. Oui. C'est-à-dire que je peux venir dans une entreprise, je vais rester dans cette entreprise, mais si je n'ai pas de visibilité sur comment me projeter au sein de l'organisation, je vais partir à un moment donné. Je vais aller chez le plus offrant aussi. Parce que tu trouverais que tu stagnes à un moment donné parce que tu t'inclus dans une routine et le métier n'aime pas la routine. Ouais. C'est un métier qui déteste la routine. Donc, si tu t'ancres dans cette routine-là, forcément, à un moment donné, tu vas décrocher, tu vas partir parce que tu as besoin d'être stimulé et de voir autre chose. C'est clair que les experts en cybersécurité, vu leur quotidien stressant et le fait qu'ils soient tout le temps en train de chercher des vulnérabilités et tout, je veux dire, une entreprise où la routine, en tout cas, s'installe, forcément, pour des profils aussi stimulés, qualifiés, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est vrai que certains aussi s'installent. Bon, la routine, elle est là, hein, parce que c'est pas comme si tous les jours on a des attaques. C'est vrai que tous les jours il y a des incidents. Ouais. Tous les jours il y a des incidents, mais plus si une routine s'installe, tu as du mal à avancer. Ouais. Bon, y a certains qui compensent la routine avec aussi la formation continue. Donc, ils vont rester dans le poste et puis ils vont faire de la formation continue qui est totalement appréciée dans le secteur et qui, justement, permet en fait de rester tout le temps en éveil. Mais le contexte même aussi de l'entreprise, c'est-à-dire que tu quittes un environnement qui est encore plus mature sur ces aspects-là, forcément, on va dire, ton mode de fonctionnement change. Ouais. Donc, c'est encore mieux. Est-ce que les DSI, les directeurs des services informatiques d'il y a 10 ans, ont réussi à s'adapter parce qu'en général, dans certaines entreprises, le DSI, en tout cas il y a 10 ans encore, jouait ce rôle de cybersécurité, d'expert en cybersécurité. Il est réseau, cybersécurité, il est tout pour l'entreprise, en fait, sur le côté, l'aspect numérique et protection et tout ça. Est-ce que ce métier-là aussi, ce poste, et c'est surtout un poste, ce poste a évolué dans la compréhension des enjeux de cybersécurité? Ils étaient beaucoup plus fermés, j'imagine, à l'époque, il y a 10 ans. Je salue Jean-Claude Sigui, président de l'association des DSI de Côte d'Ivoire. Président Sigui, vous inquiétez pas. C'est ça, on a des choses à dire. Alors, le métier a beaucoup évolué. Pour moi, le métier de DSI, c'est un métier essentiel. C'est un métier essentiel parce que pour moi, il fait partie des bases. Ouais. D'accord. En fait, le métier a évolué, mais l'organisation a évolué. C'est pour ça, en fait, qu'on fait émerger de nouveaux postes. Les aspects de cybersécurité, de sécurité même pure étaient aussi englobés dans la DSI. Mais ils savent, la DSI, c'est qu'elle a plusieurs pôles d'activité. Avec l'évolution, justement, les menaces qui grandissent, le secteur cybersécurité a fait émerger ce qu'on appelle des RSSI. Donc, RSSI. Voilà, donc les responsables sécurité système d'information, qui n'ont pas vocation à venir empiéter sur le travail de la DSI, mais qui représentent, on va dire, en griffe, le pôle de contrôle sur certaines activités de la DSI. Ça a été très bien pour moi, en tout cas, pour avoir été avec plusieurs DSI. C'est une refonte, en fait, qui a été accueillie avec vraiment beaucoup de soulagement parce que tu te retrouves aussi stressé dans le daily aussi. Donc, une fois que certaines activités deviennent indépendantes, tu es beaucoup plus focus sur ton activité de cœur. Ouais. Et ça te permet aussi, en fait, d'être efficace. Et en termes même de gestion des équipes, en termes aussi de gestion des projets, parce que les projets sécurité et les projets IT, souvent, sont sur les mêmes domaines. Ouais. Mais tu ne peux pas être jugé partie sur certains périmètres. Donc, c'est pour ça que, pour moi, comme je dis, la DSI va continuer à exister. C'est pas un poste qui va disparaître. Le métier de RSSI va aussi continuer à exister. Il va se transformer encore. Je ne sais pas comment. Mais en tout cas, moi, j'ai la vision en fait, de la transformation de ce métier. Mais pour moi, la DSI va toujours continuer à exister. Ça va toujours présente, chapeauté au cœur. Au cœur de l'organisation. Globalement, pour mes abonnés que je salue, merci d'être toujours présents, d'être fidèles à ce podcast. Et bien sûr, je sais que vous avez cliqué sur la cloche de notification pour ne rater aucun épisode et que bien sûr, vous êtes abonnés et que bien sûr, vous allez réagir dans les commentaires sur le métier et le quotidien de notre experte en cybersécurité, Iéna. Pour eux, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble, de façon simple, une attaque
d'un cyber-attaquant ou d'un pirate informatique, c'est-à-dire qui rentre, qui s'introduit dans le réseau ou bien dans mon email, dans ma messagerie ou bien dans mon WhatsApp et tout, qui s'introduit dans notre espace personnel numérique. Parce que on a chacun, aujourd'hui, hein, on évolue, on grandit, on a une vie numérique. Et malheureusement, cette vie numérique, elle est de plus en plus attaquée. Elle est malheureusement violée dans certains cas. À quoi ressemble une attaque cyber, si tu as quelques exemples à donner? En tout cas, ça ressemble un peu à tout sauf à ce qu'il y a dans 24 heures chrono. 24 heures chrono, oui, la légende. La légende. Alors, une attaque. Et il y a Mister Robot aussi. Hein. Ah oui, il y a Mister Robot aussi. Bon, qui essaie d'être un peu réaliste. Alors, les attaques, en fait, en tant que personne physique, parce que je vais pas aller sur les entités parce que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air pour certaines attaques. Les plus simples, en fait, c'est celle à laquelle on est confronté, c'est le phishing, c'est le ransomware. Le phishing et le ransomware. Ouais. Alors, le ransomware, c'est une petite appli qui s'installe sur votre machine parce que souvent, on a des pop-up qui s'affichent. On clique, on télécharge, on te demande de télécharger telle application. Avec l'application s'installe. Et derrière, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle verrouille toutes tes données et qu'elle te demande justement de payer un certain montant pour pouvoir avoir la clé de déchiffrement, en fait, pour avoir accès à tes données. C'est ça un ransomware, c'est une prise d'otage de tes données. Et dans ce cas-là, généralement, ce qu'on recommande aux gens, c'est de ne pas payer la rançon. Mais il y a des entreprises qui payent. Il y en a qui payent, il y en a qui payent en Bitcoin, mais ce n'est pas recommandé parce que tu n'as aucune garantie qui va te redonner tes accès. Aucune. Donc, tu auras perdu et tes données et de l'argent. Mais comment vous faites quand une entreprise comme ça subit un ransomware sur ses données et n'y a plus accès et que vous lui dites de ne pas payer la rançon, comment vous récupérez ces données? Alors, ça, c'est un peu plus complexe aussi, dans la mesure où souvent, en fait, il n'y a pas de capacité de recouvrer ces données. C'est comme si j'ai chiffré un virus, c'est moi qui ai la clé de ce virus. Donc, pour le temps déchiffrer, avoir la clé, ça... Avoir le vaccin, comme le vaccin de la COVID. Ça peut être 1 million de combinaisons. Donc, le temps que tu as fait 1 million de combinaisons, tu peux prendre 1 an comme 10 ans. Tu vois. Donc, tu n'as pas de garantie. Ce qui est fait, c'est que ce qui est recommandé généralement aux entreprises, c'est que dans le daily, elles ont souvent ce qu'on appelle en fait la sauvegarde de données. Donc, chaque entreprise en fait a une stratégie de sauvegarde. Je sauvegarde soit à J-1, à J-10, etc. et que je stocke. Stocke ça où? Justement, tu le stockes soit sur le cloud ou soit en local. Ce qu'on recommande, c'est ces deux-là. Et sur le cloud. Et en local, c'est-à-dire que tu as peut-être une sauvegarde qui est à l'extérieur d'un data center extérieur physique, un espace que tu auras décidé d'avoir. Et bien sûr, il y a certains services cloud en fait, qui proposent aussi de la sauvegarde. Mais le risque zéro n'existe pas. Le data center peut brûler. Donc, au moins, en fait, il faut que tu puisses avoir un plan A et un plan B. Donc, c'est pour ça qu'on recommande justement d'avoir ces deux types de sauvegardes-là. Là, quand par exemple tu te fais attaquer, normalement tu as une J+1 sur laquelle tu peux fonctionner. C'est ça. Déjà. Donc tu récupères ta J-1, ta J-1 et tu pars de cette J-1-là. Donc ta stratégie justement de continuité d'activité, parce qu'on va rentrer dans cette thématique, va faire de telle sorte que tu ailles à J-1, tu sais sur quelle data tu t'es arrêté la veille et tu ne perdras en fait qu'une seule journée de travail entre griffes. Exactement. Cette journée de travail que tu serais prête à tolérer parce que dans la stratégie de ta continuité, tu auras défini ton seuil de tolérance de perte de données et le temps pendant lequel tu ne peux pas fonctionner. Donc, ce qu'on appelle les RTO, RPO, etc. Ceux qui font de la gouvernance... Ils comprendront. Sinon, moi, je suis bleu dedans. Et j'imagine que vous aussi. Non, en fait, je pense que c'est très simple. Si, je dis un exemple, tu as une boutique de vente de vêtements et ta caisse, comme tu l'as, tu sauvegardes les données de ta caisse. Donc, tu sais à peu près la veille combien tu as gagné. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, il faudra que tu fonctionnes quand même. Donc, tu vas quand même prendre l'argent en cash et peut-être que tu vas faire des reçus papier pour donner au client pour continuer à avoir de la compta, mais tu n'auras pas accès à tes chiffres
directement de ce jour-là. Mais tu auras une sauvegarde de la veille qui te permettra de savoir combien tu as gagné et puis te permettre de continuer à faire ta compta. Ça, c'est de la... Et quand l'électricité revient, tu rentres tes données et tu essaies en fait de voir exactement c'est quoi le delta en matière de sauvegarde que tu as. C'est un peu ce mécanisme. C'est comme une sauvegarde aussi WhatsApp. Hein. Voilà, c'est comme une sauvegarde WhatsApp. C'est que tu changes le téléphone. C'est ça. Tu enlèves ta puce pour mettre dans le nouveau téléphone. Exact. Tu fais d'abord une sauvegarde. C'est ça. En tout cas, tu vérifies que tu as une sauvegarde. Mais pendant 1 heure, par exemple, tu ne recevras pas plus de messages et tout. Quand tu as fini de faire ta sauvegarde, tu vas venir continuer. Tu vas venir faire la mise à jour dans ton nouveau téléphone. C'est un peu ça. Puis bon, peut-être tu as perdu certains messages, des gens qui ont essayé de te contacter et tout. Ils vont sans doute écrire « Ah, je t'ai laissé un message, non, je n'étais pas disponible. Okay. Mais c'est le même mécanisme à petite échelle, mais en entreprise, c'est à plus grande échelle. Ouais. Parce que ça implique beaucoup plus d'entités, beaucoup plus de personnes, souvent des milliers. Ouais. Donc, le volume est différent. Beaucoup d'impact. Et tu as parlé de phishing. Je pense que le phishing qui touche beaucoup plus. On a un exemple récent aussi. Bon, ça, c'est une arnaque, c'est même pas un phishing. Anne Pitt. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est vraiment une arnaque au sentiment. Mais le phishing, c'est quoi exactement? Alors, le phishing, c'est un mail que je reçois, peut-être je dis n'importe quoi, de la poste. Bien, on dit que j'ai eu un héritage d'un grand-père éloigné. On me dit de tracer un colis de la poste. Oh, j'ai jamais envoyé de colis par la poste. C'est ça le phishing. En fait, il envoie un mail qui paraît légitime, qui te sollicite à cliquer et puis fournir en fait de la data. Tes données personnelles, ça peut être tes données de carte ou bien des données pour pouvoir en fait avoir une récompense. La récompense, ils vont te dire non, c'est pour faire livrer le colis chez toi ou c'est pour te permettre de gagner quelque chose. Donc, c'est ça le phishing. Ils vont te solliciter la donnée, nom, prénom, accès. Généralement, même, c'est des accès. Y en a qui utilisent leur email du bureau. Hein. Sur des mails de phishing parce que j'ai fait plein de campagnes de sensibilisation phishing. Mais c'est juste là, c'est juste grave. Une question de sensibilisation. Tu n'as rien demandé. Tu reçois un mail, on te dit que tu as un colis exact. Que tu dois tracer. Ou bien que tu as reçu quelque chose alors que tu n'as rien demandé, mais tu mets le mail de ton bureau, mais ton mail personnel. C'est ça. Et finalement... ils donnent leurs accès mots de passe. Parce que quand tu remplis le formulaire que tu penses légitime, il ne l'est pas. Donc, ils récupèrent les accès. C'est comme les faux sites, les faux sites de banque. Exact. Où tu penses que tu as accès à ton Internet banking. Et puis, il y a eu un cas comme ça d'une banque ivoirienne où c'était des arnaqueurs qui avait créé un faux site comme ça, et puis tu as l'impression que c'était le site de ta banque. C'est ça. Et puis tu mets tes données. Mais en France, c'est beaucoup plus élaboré, même souvent. Beaucoup plus élaboré, en fait, sous d'autres cieux, pas seulement qu'en France. Mais aujourd'hui, le phishing, en fait, est de plus en plus indétectable. C'est-à-dire que ce n'est plus les anciens mails de phishing qu'on recevait où tu voyais clairement la grossièreté quand les gens écrivent avec des fautes, des accents qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est de la traduction. Aujourd'hui, les mails de phishing sont très beaux. Ça, c'est quoi? Grâce à l'IA? Alors oui, grâce à l'IA. Ouais. Et aussi, en fait, je veux dire, les hackers, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Et aussi, ils montent en compétences. C'est-à-dire qu'ils ne nous attendent pas. Eux aussi, ils montent en compétences. C'est-à-dire que c'est comme un virus qui mute. Exact. Qui mute et qui renforce ses défenses. Parce qu'il a été exposé à des médicaments, à des vaccins, ce genre de choses. Et puis, il mute et puis se renforce. Exact. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de la même manière dont de volet de défense, il y a de la montée en compétences parce que justement, les gens cherchent toujours à aller un peu plus loin, à performer leur stratégie ou encore à performer même leurs compétences. En face aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, le hacker, il n'a que ça à faire toute la journée. Donc, mais comment on se protège, nous, individus? Alors, nous, individus, déjà, c'est beaucoup de sensibilisation que nous, les membres du secteur, on essaie de faire. On vous dit, par exemple, de ne pas cliquer sur n'importe quel mail que vous recevez. Évitez de faire beaucoup de transferts de mails sur WhatsApp, de courrier sur WhatsApp. On envoie de transferts de messages avec des liens. Les mamans, les tatas, les tontons. Les mamans, les tatas. Sachant que moi, particulièrement, j'avais un projet à l'époque, c'était d'adresser justement les mamans et les tatas. Parce que je me suis rendu compte que les mamans, les tatas, une fois qu'elles savent, franchement, c'est l'un des meilleurs, on va dire, c'est l'un des meilleurs antivirus, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand tu discutes avec elles et que tu leur dis qu'il ne faut pas transférer tant que tu ne sais pas d'où ça vient et que souvent, le mail peut dire ça ou bien le lien que tu reçois n'est pas vraiment le lien, elles t'envoient. Est-ce que je peux transférer ça à ma copine? C'est ça. Donc, il y a au moins une prise de conscience. Ce n'est pas systématique comme avant. On peut se faire avoir. Elles vont se faire avoir, ils vont demander.
Et je me rappelle aussi que malheureusement, Orange avait été victime aussi de certaines des SMS de trucs à l'époque. C'est-à-dire que les gens transféraient, ils faisaient croire que Orange faisait gagner des choses. Il y avait eu le message de Carrefour où on te dit non, il faut rentrer ton adresse mail, ton mot de passe. Mais ça existe encore. Hein? Ben oui, chaque année, ils tentent. Chaque année, ils reviennent avec ces aspects-là. Je trouve ça dommage. Mais une fois que le message est bien passé à l'attention de ces personnes-là, on va dire de ces étrangers, les tontons, les tatas, ils viennent te demander est-ce que vraiment c'est réel? Et comme ça, en fait, ils ne transfèrent pas. Et eux-mêmes, ils envoient des messages, en fait, aux autres tontons et tatas pour dire ah non, faut pas envoyer parce que c'est pas bon, c'est les brouteurs. Et automatiquement, le message passe. C'est beaucoup de sensibilisation. Beaucoup. En fait. Beaucoup. Parce que ces mêmes personnes travaillent en entreprise. Exact. Elles peuvent faire les mêmes gestes qu'elles reproduisent dans leur propre téléphone. Elles peuvent le faire avec les mails qu'elles reçoivent dans leur ordinateur de l'entreprise. Oui. Mettre une clé USB avec des virus dedans sans savoir. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de tolérance zéro sur les parcs informatiques au niveau des entreprises qui bloquent tout ce qui est USB. On te donne la machine de la compagnie. Il y a beaucoup de restrictions. Les gens se plaignent, mais c'est normal. Oui. Il faut protéger les données. Justement, parce que la donnée de l'entreprise, comme tu l'as dit, le facteur même d'attaque, c'est aussi l'humain. C'est la personne, en fait, qui facilite sans le vouloir. C'est le maillon faible. C'est le maillon faible de la chaîne. Ouais. Donc, qui facilite sans vouloir, en fait, l'accès à ces données-là. Et généralement, les plus grosses attaques venaient soit de personnes tiers, ou soit de personnes de l'entreprise, en fait, qui, par manipulation, etc., en fait, ont juste fait la mauvaise manipulation. Sensibilisation. Franchement, c'est sensibilisation. Sachant que derrière, sachez que vos services IT, services informatiques tournent à plein régime. Ouais. Les gens font des astreintes pour garantir, en fait, comme je l'ai dit, l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité des données qui sont produites en entreprise. C'est un travail à plein temps, énergivore. La seule chose qu'ils demandent en face, c'est juste un peu de faire attention. D'être vigilant. Exact. De ne pas se faire avoir. De regarder quand vous recevez un mail, regardez si le mail... Le nom de domaine correspond effectivement au nom de l'entreprise. Il y a des petits détails comme ça. Il y a des petits détails. Vraiment, il y a des petits détails. Mais c'est vraiment une campagne de sensibilisation à grande échelle. C'est pas évident. Hein. L'être humain a plein de failles. Donc, malheureusement, on peut se faire Il y a les fraudes de président où les gens appellent « Ah non, c'est le DG, il faut me donner les accès à temps. Ah non, mais valide mon temps. Oh, tu n'as pas reçu de mail de validation. » Et même du circuit normal. Et même des appels Zoom où tu as carrément ton DG en Zoom. Tu as l'impression de parler avec lui, il te dit de faire un transfert, virement. C'est pas le cas. Enfin, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a des petites actions qui peuvent permettre en fait, de bloquer ce type d'attaque. Là, c'est juste appeler pour confirmer 2-3 collègues. Ah, est-ce qu'on t'a appelé pour te demander tant? Et souvent, en fait, dans le système, dans le mécanisme de fraude au président, il te fait comprendre en fait, que c'est très confidentiel. C'est à toi qu'il a confié la tâche. Mais malheureusement, comme on veut plaire au patron... Pour toucher ton ego. Pour toucher l'ego. Comme on veut plaire au patron et qu'on veut... être dans la confidence avec lui. Confidence. On se fait avoir. Tu as senti... avec l'accès grand public aux outils d'intelligence artificielle depuis 2020, 2021, est-ce que tu as senti un changement au niveau de ces attaques? Est-ce que tu sens l'impact de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de ces attaques cyber? Justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les phishing sont de plus en plus clairs. Ouais. Sophistiqués, très propres. Parce qu'ils vont demander juste à l'IA, rédige-moi un mail qui fait présidentiel. ChatGPT, c'est rapide. Ouais. Ou bien maintenant même DeepSeek, c'est rapide. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est encore plus de la sensibilisation parce que nous, les experts, de notre côté, on peut voir. Mais les grands utilisateurs, grand public, ça serait beaucoup plus complexe à détecter. Et derrière ça, on parlait de sensibilisation constante, même au sein des entreprises et tout. Je voulais te demander... C'est vrai qu'ici, on a ce problème de chiffres. Est-ce que tu peux nous donner les chiffres en matière de l'état des lieux des cyberattaques en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest ces 5 dernières années ou en 2024? Difficile d'en avoir. Pourquoi c'est difficile d'en avoir? Alors, difficile d'en avoir. Ça, je veux comprendre. Non, difficile d'en avoir dans la mesure où, moi, de mon côté, difficile d'en avoir. Parce que tu fais partie de l'Observatoire de la cybersécurité. Oui, mais difficile.
En fait, chiffrer les attaques reviendrait aussi à voir si le processus, si les entreprises même déclarent quand elles sont attaquées. Donc, il y a des questions beaucoup plus réglementaires, profondes en fait, à laquelle il faut répondre. Réglementaires, oui, parce qu'elles ont obligation, quand elles sont attaquées, elles ont obligation de déclarer. Mais en Côte d'Ivoire, elles n'ont pas obligation. Bah si, il y a des obligations. Oui, normalement. Comme la CNIL en France. Non, la CNIL, c'est la Commission nationale d'informatique et liberté. Oui. Ici, on a le CICERT. Non, mais je veux dire, en France, on a l'obligation, dans les 72 heures, lorsqu'on est une entreprise, de déclarer un incident cyber. Je ne veux pas non plus me fourvoyer sur la réponse, mais je sais, en tout cas de manière pratique, peut-être qu'il faut que je fournisse un peu plus tard le texte, mais je sais de manière pratique que normalement, une entreprise, en fait, lorsqu'elle a un incident informatique, elle doit reporter cet incident en fait, auprès du CICERT. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est le CICERT en fait, qui peut avoir la data sur les questions d'incidents aujourd'hui pour répondre en fait, de manière beaucoup plus claire en fait, à ta question. J'espère que d'ici que ça sera diffusé, on pourra l'intégrer ensuite, on va dire, dans un petit carré. Mais on peut le demander auprès du CICERT. Mais généralement, ce que nous, on fait, en fait, c'est plutôt mondial. Parce que cibler des territoires bien précis, la donnée est un peu disparate. Il faut juste l'agréger, mais pour moi, c'est aux autorités de communiquer là-dessus pour que nous, on puisse avoir. Donc, pour l'instant, on n'a que des données globales. En fait, on a des données qui sont un peu parsemées. Ouais. Quand je dis parsemées, c'est un peu disparate. Et ce serait bien, en fait, qu'on puisse les agréger et puis avoir de la data qui est fournie chaque année. Les entreprises ici ont du mal à dire qu'elles ont été attaquées. Publiquement. Ouais. Mais sinon, je pense qu'elles le reportent en fait, aux autorités locales. Donc, si par exemple mes données sont dans le dark web, mes données bancaires, que ma banque s'est fait attaquer, tu le verras. Je ne le saurais pas. Et tout. Si tu le sauras. Ouais. Je vais avoir des petits trucs, des retraits bizarres. Non, tu le verras. En tout cas, on a la chance d'avoir le CyberOps déjà. Merci. Et d'avoir le Cyber Africa Forum qui permet d'être une sorte de plateforme pour que les professionnels puissent réfléchir aux meilleures solutions et surtout aux meilleurs textes pour renforcer ce secteur et pour qu'on ait beaucoup plus de chiffres et puis beaucoup plus de coercition aussi. C'est ça. Pour se protéger aussi. C'est ça. En tout cas, le gros travail actuellement qu'on essaie de faire, c'est sur les chiffres. C'est pour ça que je ne veux pas m'avancer à donner des chiffres qui, peut-être, quand ça sortira, ne seront pas accurate. Donc, je préfère, en fait, donner les chiffres à date quand ils seront disponibles. Mais aussi, faut savoir, en fait, que ces chiffres-là, c'est une grosse agrégation. C'est plusieurs entités qui doivent communiquent ensemble. Certaines ont vocation à être publiques, d'autres non, parce qu'il y a certaines data qui concernent, par exemple, que ce soit les infrastructures critiques, etc. Donc, c'est vraiment une question, là, aujourd'hui, d'agrégation de ces données et puis pour les rendre un peu plus publiques. Je pense que si c'est rendu public, les gens se prendront un peu plus conscience aussi. C'est ça, ils vont faire attention, ils vont donner plus d'importance à ce poste d'expert en cybersécurité. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a des chasseurs de tête, qui cherchent les experts. Les jeunes, en tout cas, que vous soyez jeunes ou âgés ou matures, bref, si vous voulez vous reconvertir dans les métiers de la cybersécurité, sachez qu'il y a de la demande. On peut apprendre à tous les âges. Il suffit juste d'avoir du temps. On peut se reconvertir dans la cybersécurité. Il suffit juste d'avoir la volonté, l'intérêt, la passion. Et justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cybersécurité a plusieurs spécificités. Il y en a qui sont spécialisés sur la protection des données à caractère personnel. Il y en a qui, comme moi, font de la gouvernance, risque et conformité, dans tout ce qui a trait aux mises en conformité avec le cadre légal et réglementaire. Il y en a qui sont qui se spécialisent dans les infrastructures, c'est comme ça on l'appelle, l'infra, l'intégration de solutions, on va dire sécurité réseau. En tout cas, il y a plein. Est-ce qu'il y a des avocats spécialistes cybersécurité en Côte d'Ivoire? Alors, c'est pas spécialiste cybersécurité, mais en fait, ils exercent, ils déploient en fait tout ce qui est mission sur la partie protection des données à caractère personnel. Il y a des cabinets qui le font, très bien même d'ailleurs. Donc, par exemple, des jeunes juristes qui cherchent à se spécialiser devraient s'intéresser à cette... Oui, ils le font. Ouais. Ils le font. Est-ce qu'il y a un besoin? Il y a un énorme besoin. Il y a un énorme besoin.
Et même d'ailleurs, sur la partie protection des données, il y a plein de cabinets d'avocats, justement, qui offrent ce service. En marge des cabinets de conseil cybersécurité qu'on connaît, mais il y a beaucoup de cabinets d'avocats aussi qui se positionnent sur ce créneau-là. Vous avez une opportunité, si vous cherchez à vous orienter, spécialisez-vous, en tout cas en tant que juriste, spécialisez-vous dans la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Il y a un besoin. Yéna, à quel moment, toi, jeune dame, tu décides, depuis la Côte d'Ivoire, de t'intéresser et de poursuivre des études en cybersécurité? Pourquoi la cybersécurité? Ça t'a toujours intéressé? Alors, moi, de base, je n'étais pas destinée à faire de la cyber. Je n'étais pas destinée à faire de la cyber. Quand j'ai quitté Abidjan et que je suis allée poursuivre mes études au Maroc, j'ai gradué de Master of Computer Science, mais je voulais faire ce qu'on appelle la Business Intelligence. C'est quoi la Business Intelligence? Alors, la Business Intelligence, en fait, c'est une spécialité dans laquelle, en fait, on agrège les données pour les rendre lisibles, en fait, pour les affaires. Un peu ce que fait le cabinet, l'agence Bloomfield Investment Corporation avec la Business Intelligence, la Bloomfield Intelligence. Non, en fait, c'est deux disciplines. Différentes, mais Bloomfield Intelligence. Bon, ils font de l'intelligence économique. Économique, voilà. OK. Mais c'est une autre discipline carrément qui est spécifique, en fait, justement, à l'informatique. Là-bas, en fait, tu agrèges on va dire, beaucoup de data. La data la plus plate, enfin, tout ce qui est... Enfin, quand on parle de fichiers plats, c'est tout ce qui est Excel. Hein. Et on va dire, ton client peut te demander, par exemple, en fait, d'avoir des projections. Mais nous, on ne fait que refléter la data dont ils ont besoin. Ils nous envoient le besoin. Et toi, tu ne fais que jouer avec la data, en fait. OK. Pour être beaucoup plus global. Et rien à voir avec un data scientist. Ce sont des disciplines voisines. OK. Ce sont des disciplines voisines. Mais l'autre, en fait, il a plus la compréhension, en fait, métier. Je ne sais pas comment je vais dire ça de manière très simple. Mais en tout cas, ce sont deux disciplines voisines. Mais en tout cas, Business Intelligence, Data Science, c'est vraiment des disciplines voisines qui utilisent aussi, dans certains cas, les mêmes outils. Donc, je peux dire que ce sont des disciplines voisines. Donc, c'est ce que je voulais faire à l'époque. Tu étais en quelle classe quand tu voulais le faire? Ça, c'est quand j'ai commencé j'étais en première année master. OK. Parce que c'est là où je voyais un peu à quoi ça devait ressembler. Donc, à quoi ça devait ressembler. Je me rappelle très bien à l'école, il y avait des disciplines, en fait, comme ce qu'on appelle le management des services qui m'intéressaient. Et il y avait la partie continuité d'activité. Donc, je disais, mais bon, en tout cas, il y a ces trois-là qui me parlaient un peu. Mais quand tu finis l'école, c'est pas... Il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité. Donc, j'arrivais juste après, j'ai gratuite, là, je faisais mon PFE, mon projet de fin d'études, en cabinet chez Grant Thornton. Et quand je suis arrivée, ma patronne, en fait, à l'époque, elle me dit, Yéna, tu sais, c'est pas ça que tu vas faire. Parce que j'étais justement au service IT. Okay. Donc, tout ce qui était maintenance des PC des auditeurs, etc., c'est ce que je faisais pour mon PFE. Mais il fallait aussi que je déploie, en fait, certaines solutions pour valider mon PFE. Yeah. Et là-bas, elle m'a dit, tu sais, c'est pas ça que tu vas faire. Je vais te donner un truc et je suis sûre que c'est ce que tu vas aimer un peu plus tard. Donc là, elle me donne la norme ISO 27000. OK. 27001. Donc, elle me dit, ton PFE, il faut en fait que tu mettes un peu de sécurité dedans parce que sinon, ton PFE sera un peu trop plat. Donc, je me plonge dedans. C'est énorme. Donc, je me plonge dedans. Je commence à voir avec les solutions. Et quand je me plonge dedans, je graduate. Je vais en soutenance. Tu as ton diplôme? J'ai mon diplôme. Je vais en soutenance. À la soutenance, j'étais la seule qui avait justement pris les aspects cybersécurité, on va dire, pour intégrer dans son PFE. Okay. Son projet de fin d'études. Son projet de fin d'études. Donc, quand je finis ça, il faut trouver du travail. Ouais. Par miracle. Avec ce lourd diplôme. Avec un lourd diplôme. Et tu sais, il y en a à la peine. On est plein de diplômés qui faisons pratiquement la même chose. Et j'arrive en fait au premier cabinet de conseil et qui me demande, est-ce que tu sais ce que c'est que la cyber? Je dis, oui, bon, c'est des notions, j'en entends parler, mais je ne savais même pas que c'était un métier à part entière. Et là-bas, en fait, je trouve un senior qui fait la continuité d'activité. Et c'est lui que je suis pour mes premières missions. Okay. Et c'est comme ça, en fait, que je commence à apprendre le métier.
Et je me rends compte, en fait, que la norme que je lisais, c'était l'implémentation que je faisais au cabinet, sans m'en rendre compte déjà, 6 mois plus tard. Ah, ça. Parce qu'il fallait que je fasse un peu le lien sur certaines choses. Donc, je commence à lire. Et c'est comme ça que je reste. 1 an, 2 ans, 5 ans. Toujours au Maroc? Au Maroc. Ouais. Je commence là-bas. Je finis au premier cabinet. Je suis allée dans un deuxième qui est venu me chercher. Le deuxième cabinet chez Data Protect, qui m'embauche. Je trouve un senior là-bas aussi, qui m'apprend le métier, on va dire, from scratch, de zéro. Je fais mes classes, 4 ans. Et c'est devenu mon métier de tous les jours. J'ai appris à aimer. Et l'avantage, en fait, que j'avais là-bas, c'est que je côtoyais plusieurs métiers. Il y a ce qu'on appelle le SOC, Security Operations Center. Je me chargeais pour eux de faire la gestion de projet. J'étais en griffe un RSSI, mais pas avec le titre, mais je gérais justement tout ce qui était audit, certification, conformité, tout ça en interne. Et bien sûr, je continuais à faire mes missions à l'externe, en fait, pour le cabinet. Et c'est comme ça que je reste dans le métier. Mon senior à l'époque, qui est quelqu'un de qui je suis très proche, mon manager, mon senior manager et même l'ensemble des équipes, qui me poussent, qui me donnent la possibilité de faire mes erreurs, d'apprendre et de continuer à apprendre. Je côtoie plein de monde. Je côtoie le secteur, tout ce qui est intégration de solutions, SOC, PCI DSS, sécurité des moyens de paiement. Donc, je côtoie un peu tout le monde. J'essaie d'apprendre de tout le monde. Tu as une vue globale, en fait. Une vue globale. Ouais. Je fais un peu de commerce. Je vois aussi le volet commercial, comment ça se passe pour rédiger les offres, etc. Et c'est comme ça que j'apprends le métier. Et j'y reste jusqu'à aujourd'hui. Et tu es devenu un couteau suisse, en fait. Un peu, oui. Et c'est ce que j'aimerais conseiller justement à la jeunesse, c'est que quand vous arrivez dans un environnement, vous focalisez juste pas sur un seul bloc de votre activité. Il y a tout un écosystème autour. Il faut être curieux. Il faut être curieux. Et si je n'étais pas curieuse comme je le suis, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais ignorées ou bien que j'aurais regretté de ne même pas avoir su pendant que j'étais sur place. Moi, je demandais tout à tout le monde. Je rentrais dans le bureau de tout le monde et je demandais à tout le monde de résoudre mes problèmes ou de répondre à mes questions. Quelle qualité il fallait avoir à ce moment précis pendant tes études, de ton master, jusqu'à ce que tu intègres ces cabinets? Tu as intégré d'ailleurs ces cabinets en tant que stagiaire. Et puis tu as gravi les échelons. Junior confirmé, senior confirmé, manager. Chapeau. Et donc, tu intègres en suivant les étapes. Oui. Et ta curiosité aidant et ta passion qui commence à grandir pour ce domaine également te rattrape, te renforce dans ta compétence, de ton expertise et tout. Mais quand tu fais une rétrospective, déjà, tu avais quel âge à ce moment précis? Master? J'avais 24. J'ai commencé à 25 ans. Tu as commencé à 25 ans ton master? Oui. Non. Quand je sortais, j'avais 25 ans. Ah, quand tu as fini ton master, tu avais 25 ans? Oui, mais je travaillais déjà. Oui. Parce que, ils te laissent une période de 7 mois pour pouvoir soutenir, mais moi, je travaillais déjà. Quand je partais soutenir, je travaillais déjà. Tu étais déjà dans le monde du travail? Master en poche? J'étais déjà dans le monde du travail. J'avais déjà mon bachelor en poche, en fait. Le master, c'était juste, fallait juste soutenir, mais je travaillais déjà. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Ah oui! C'est passé vite. C'est passé un peu trop vite. Je te rappelle que tu avais 25 ans. Oui, je dis, OK. Ça fait ça souvent, le choc. On n'est plus tout jeune, là. Mais c'est une belle aventure. Oui, c'est une très belle aventure. Et donc, les qualités que tu penses qui t'ont été très utiles à ce moment précis? Le fait d'être extraverti. Tu es extraverti? Je suis extraverti, mais avec l'âge, je pense que ça se commence un peu à se tasser. Ça se tasse. J'étais très extravertie et j'avais pas peur d'aller vers les gens. Ouais. Alors, il faut aller vers les gens avec beaucoup de respect. De tact? Beaucoup de tact, beaucoup de respect, beaucoup de diplomatie. Parce que quand quelqu'un travaille, il est occupé. Poser des questions qui ça fatigue, ça tape sur le système. Ça tape sur le système. Mais il faut en fait pouvoir avoir la manière. Souvent, je profitais des pauses pour poser des questions. Ouais. Je profite aussi des réunions pour comprendre des choses. Si je ne comprends pas, je vais toquer. Et vu que l'environnement, c'est un énorme open space. Hein. C'est vraiment un énorme open space. Tout le monde se voit. Tout le monde se voit. C'est juste les directeurs, ils étaient juste dans des box en verre qui voient aussi tout le monde. Donc, moi, je t'appelle tout le temps. Tout le temps. Je t'appelle tout le temps.
Vous demandez. J'ai un des managers dit, mais Yéna, tu tapais tout le temps. Je dis, oui, je tape tout le temps. C'est ça, demandez ou bien tapez. Comme on dit, demandez au tapant vous ouvrira. Oui, moi, je tapais tout le temps. Je continue même de taper d'ailleurs. Je continue de taper. Quand je ne comprends pas, je vais taper. Ça, c'est bon, c'est pas bon. Mais ça, c'est quoi? Je demande. Si je ne comprends pas, je demande. Je demande jusqu'à ce que j'ai la compréhension, que j'ai la réponse à la question que j'attends. Et que tu sois satisfait. Et que je sois satisfait de cette réponse. Ouais. Parce que tu challenges aussi les réponses. Et justement, parce que personne n'a la science infuse de base. Personne n'a la science infuse. Et je pense qu'on apprend mutuellement. Ouais. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas, ou bien on va dire, qui n'a pas totalement toute la vision, permet en fait d'ouvrir un champ des possibles. Le champ des possibles a plusieurs réponses. Donc, ça te permet toi-même en fait de savoir si tu es toujours au même niveau ou bien si tu as toujours la même compréhension en fait du contexte que tu as. Ouais. Et quand c'est comme ça te challenge la personne en face. Si la personne comprend, c'est encore mieux. L'anglais t'a beaucoup servi au Maroc pendant tes études? Oui. Surtout dans ce domaine? Oui. Tu savais parler déjà l'anglais quand tu arrivais au Maroc? Oui. Ok. Moi, j'ai aimé l'anglais. Ah, dès le lycée? L'anglais. Oh, ouais, comme moi. Hein. Au primaire, Dieu merci, mon père avait déjà poussé pour que je puisse aimer la langue. Tu as appris l'anglais déjà dès le primaire? Dans quelle école? J'étais au groupe scolaire Le Jourdain à Boaké. C'est une école privée. Ah bon? Ah ouais? Tu es de Boaké? Toujours d'ailleurs. Oui, le Jourdain. Oui. Le Jourdain. Oui. Ah bon? Bon, salut tous les enfants, tout le personnel enseignant du Jourdain. Ah bon? Oui. Ah ouais. Il y avait un maître qui donnait des cours d'anglais. On faisait les comptines, tout ça en anglais. Donc, du coup, quand je suis arrivée en 6e, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Les Go for English, tout ça. Les Go for English. Je fais un coucou aussi à Marie-Gisèle, avec qui je faisais les concours. Toutes celles qui ont fait Mommy Adjo avec moi savent. Toutes celles qui ont fait Mommy Feta avec moi aussi savent. C'était pas quelque chose de nouveau. J'étais à l'aise avec la langue de Shakespeare. Ouais. J'écoutais plein de Usher à l'époque. J'écoutais la musique, c'était pour ça. Et c'est quelque chose qui m'a aidé profondément. Parce que si tu ne comprenais pas, le Maroc, en fait, a un contexte particulier. Le français, c'est vrai que c'est la langue officielle, mais en fait, il y a de l'arabe aussi qui est parlé. Il y a l'arabe local, le darija, mais il y a beaucoup qui parlent anglais. Oui, ça, je l'ai remarqué. Souvent, pour eux, c'est plus facile de te répondre en anglais que ça l'est de te répondre en français. Ouais. Et souvent, pendant les cours, tu vois, le prof, il peut switch en anglais parce que ça l'arrange. Donc, il y a ça. Et sachant même les supports de cours qu'on nous donnait, c'est vrai qu'ils étaient bilingues, français-anglais, parce qu'on bénéficiait bien sûr du campus de Paris qu'il y avait. Mais aujourd'hui, si tu veux faire de l'informatique, il faut au moins être bilingue. Au moins, c'est plus facile d'apprendre. Il faut apprendre l'anglais. Il faut vraiment apprendre. C'est un atout de taille. De très grande taille. Et donc, tu fais le choix du Maroc personnellement ou le choix du Maroc après le bac? Tu as eu un bac D, C? D. J'ai eu un bac D. À Mommy Adjo. Mommy Feta de Benjerville. Je suis passée par Mommy Adjo de Amsokro, Mommy Feta de Benjerville. Quand j'ai eu mon bac, j'avais postulé pour une bourse, malheureusement, que je n'avais pas eu encore à l'époque. Je vais en RIT, au groupe locaux. Ok, rappelle, RIT, c'est quoi? Réseau informatique et télécommunications, groupe locaux. J'étais au plateau. Ah, tu étais au plateau, oui. Groupe locaux. Groupe locaux plateau. Groupe locaux plateau, je sors de là, je vais à l'UNCIT. Je postulais toujours pour ma bourse. Je vais à l'UNCIT, école nationale supérieure à la Farandole. Je fais une année. Et quand je fais cette année-là, justement, juste avant la fin de l'année, j'ai la bourse pour aller en France. Je fais la demande de visa 2 fois, qui ne passe pas. Ah. Donc, vu que l'école avait un campus sur Paris et qu'il y avait un campus au Maroc, j'envoie un courrier pour demander si on ne peut pas me changer l'inscription, vu que j'avais déjà payé. Et ils me disent que c'est possible, que je peux aller sur le campus du Maroc. Et c'est comme ça que je demande justement à ce qu'on me change la bourse. Et Dieu merci, ils me l'ont accordé pour que je puisse aller au Maroc. Donc, tu as pu bénéficier d'une bourse Sachant que c'est parce que c'était la même école. La même école. Voilà. Donc, une bourse qui a couvert tout ton cycle. Les 3 ans. Tes 3 ans. Parce que quand je suis arrivée, je considérais personnellement, j'ai eu cette grande discussion avec mon père, je considérais personnellement que j'avais beaucoup de choses à apprendre. J'ai voulu reprendre mon bachelor. Donc, j'ai sciemment repris mon bachelor, sachant que je pouvais aller en master et puis abréger, mais je trouvais que c'était pas percutant. Il fallait que je reprenne. Donc, j'ai repris l'année, bachelor, et puis mes 2 années de master, et puis j'ai fini.
Dans quelle matière tu étais? Bon, j'imagine, hein, les maths, évidemment. Les maths? Je n'étais pas très bonne en Ah maths. bon, tu n'étais pas moi, bonne je en ne maths? cache pas. Bon, comme moi j'étais nulle en maths. Je n'étais pas très bonne en maths. Quand j'avais Moi, je l'ai 11 ou jamais 13, caché. c'était vraiment exceptionnel. Dans quelle matière tu excellais à l'époque? Alors, au lycée, j'étais bonne en langue. Dans l'anglais déjà? Anglais, français, espagnol. Por favor. Por favor. J'étais bonne en sciences, SVT. OK. Ah oui, comme moi mais aussi. j'étais une élève moyenne. Franchement, je n'étais pas l'élève la plus excellente, je n'étais pas l'élève la plus nulle non plus. Comme moi, ouais. J'étais l'élève la plus moyenne possible. Quand j'avais 13, j'étais contente. Moi, ça dépendait des... Il y a des matières, vraiment, je ne tolérais pas, mais dans tous les cas, je pense que c'est là où, justement, l'accompagnement des parents est important. Ouais. Parce que quand tu as un zéro, moi quand j'avais zéro, j'appelle. Ouais. Moi, je dis que j'ai zéro. Il me dit, bon, ça va aller. Ils étaient compréhensifs. Non, moi, franchement, ils étaient compréhensifs. Franchement, ils étaient compréhensifs. Mais ils me demandaient, est-ce que ça avance? Ouais. Tu vois, il y avait aussi le petit, est-ce que ça avance? Est-ce que tu as besoin de quelque chose supplémentaire, des cours de renforcement et tout ça? Tu as des moments où tu es blasé parce que tu as un zéro. C'est ça. Mais après, bien sûr, tu as des moments où tu as de très belles notes et puis tu es content aussi d'appeler. Mais en tout cas, ce que je disais aux gens, je ne vais pas échouer. C'est ce que je disais tout le temps. Tu as avancé tranquillement, posément. Je dis, je ne vais pas avoir peut-être les meilleures notes, mais je ne vais pas échouer non plus. Ouais. Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore échoué. Et en plus, tu es directrice. Et en plus, tu es commissaire général adjoint d'un événement de qualité et de grande envergure en Afrique. Et tu es là. Dieu merci. Après le Maroc, donc après ton bachelor, tu intègres donc des cabinets, différents cabinets au Maroc. Qu'est-ce qui... Je veux dire, si tu devais résumer tes études, ton passage au Maroc, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu retiens de cette belle expérience dans ce pays qui, bien sûr, va accueillir la CAN 2025, en décembre 2025? Alors, je vais dire beaucoup de courage. C'est du courage parce qu'aller étudier à l'étranger, au-delà du fait que ce soit romancé, c'est pas de la romance. Ah, ouais. C'est pas de la romance. Je sais pas comment les gens arrivent à romancer ça. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas parce que tu prends de belles photos à côté d'un monument historique, etc., que ta vie est rose. Ça l'est pas. C'est un moral, un mental d'acier parce que tu es seul. Oui. Si j'ai vu plein, enfin, on est plein à être souvent tombé dans des... C'est quoi la situation des étudiants quand on est étudiant comme ça à l'extérieur? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a toutes les couches sociales qui se côtoient. Certains qui sont très bien nantis, qui sont dans de beaux quartiers. Certains qui sont moins nantis, qui sont bien sûr dans les quartiers un peu HLM, etc. Mais c'est toutes les couches sociales qui se côtoient. Du coup, il faut être fort psychologiquement, ne pas se laisser influencer par l'envie, les sorties, whatever. Dépenser alors que tu n'as pas le budget. Tu n'as pas le budget. Franchement, c'est aussi un self-control parce que tu es là pour un but. Personnellement, dans ma tête, je savais ce pourquoi j'étais là. Et je disais toujours, moi, je sais pourquoi je suis partie. Je ne peux pas rentrer chez moi avec la honte. Et c'est ce que je dis toujours, même jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas revenir avec la honte. Parce qu'il y a des attentes. Mes attentes personnelles, même, sont au-dessus des attentes peut-être que les parents ont de moi. Donc, moi, j'ai un objectif à atteindre, donc je ne peux pas revenir avec la honte. Donc, comme tu te dis que tu ne peux pas revenir avec la honte, qui peut peut-être aussi être toxique quelque part, mais tu te donnes les moyens de travailler, de maintenir justement de construire ton profil, qui est important, et puis de continuer à lutter au quotidien. Mais c'est pas si rose. C'est pas si rose. C'est rose quand on a beaucoup d'argent. Exactement. C'est rose quand on a beaucoup d'argent. Mais Dieu merci, en tout cas, moi, personnellement, l'ambassade a été d'un bon appui. Ah, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. Tonton Bernard, si vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui fait le Maroc sans connaître Tonton Bernard ces 10 dernières années. Bernard. Vraiment. Je voulais te saluer. Qui assiste tous les étudiants, les ressortissants ivoiriens à l'ambassade. On ne se sent pas seul quand on est étudiant au Maroc. Non, on ne se sent pas très seul. Il y a toute une communauté, justement, qui permet à certains aussi d'avoir ce sentiment de famille et puis d'avoir aussi ce sentiment d'appartenance, parce qu'on appartient aussi à un pays, etc. On partage les mêmes cultures. Moi, j'ai plein d'amis qui viennent de différents pays et ça te permet, en fait, de continuer, justement, à maintenir je ne vais pas dire un semblant, mais une routine. Et puis aussi, en fait, de se motiver et puis de continuer à avancer. Tu as un petit boulot en tant qu'étudiante là-bas? Non. OK. Alors,
Oui, à un moment donné, j'ai eu un petit boulot. J'ai travaillé en centre d'appel. OK. Comme beaucoup d'étudiants ivoiriens. Oui, comme beaucoup d'étudiants ivoiriens, j'ai travaillé en centre d'appel pendant l'été. Ouais. Je travaillais en centre d'appel. C'était très intéressant d'ailleurs parce que c'est ce qui me permettait aussi de faire moi-même mon propre shopping, etc. Bien sûr. Je le faisais chaque été. OK. Chaque été, c'était intéressant. Enfin, au moins, ça te permet d'arrondir les fins de mois. C'est ça, et puis Quelques de ne petits pas trop shopping. compter. Exact. Sur on t'envoyait de l'argent chaque mois. Oui, bien sûr. Mais je me dis, ça m'a permis aussi, en fait, l'indépendance rapide. Mm-hmm. Parce que quand tu commences à être confronté au monde du travail et à savoir quand c'est difficile de gagner de l'argent, ouais. Tu fais attention à tes dépenses. Exactement, tu fais attention à tes dépenses. On va dire, tu priorises certaines choses aussi. Et puis, tu te dis aussi qu'il y a quelqu'un qui se saigne en fait, pour t'envoyer de l'argent. Donc, c'est ça, chaque mois. Tu lui dois au moins des bonnes notes. Ouais. C'est déjà ça. Beaucoup d'étudiants attendent de finir leurs études avant de se vendre, avant de devenir attractif pour le marché de l'emploi. Après ton bachelor, tu as déjà un premier stage. Ensuite, tu gravis des échelons de cabinet en cabinet. Qu'est-ce qui t'a permis déjà d'attirer le monde de l'entreprise, d'avoir un stage? Quel conseil tu pourrais donner à un étudiant qui peut-être se dit c'est pas utile pour moi d'avoir un compte, je sais pas, LinkedIn ou de montrer ce dont je suis capable et tout ça? Comment faire pour obtenir un stage dès les premiers mois après l'obtention de son diplôme, par exemple? Alors, ce que je vais recommander aux étudiants, c'est de commencer à construire son profil pendant qu'on est à l'école. Aucun stage n'est inutile. Ouais. Aucun stage n'est inutile. Aucun. Même si on t'a donné un stage de 3 mois, que c'était pour aller trier les enveloppes. Même si c'est pour se faire exploiter, c'est pas inutile. Non. Même si tu fais les photocopies. Donc, quand je dis exploiter, quand je dis exploiter, je mets entre guillemets, je parle par exemple en griffe des photocopies à faire. Bon, on va te dire de faire du café, d'acheter de la... Bref, voilà. En tout cas, aucun stage n'est inutile. Mais tu vas travailler dur, en fait. C'est ça. Tu vas bosser dur. Peut-être même tu vas même pas recevoir de transport même pour rentrer à la maison, mais tu apprends. C'est ça. Moi, c'est un peu le regret que j'ai eu parce que si j'avais commencé à travailler pendant les stages, c'est-à-dire que j'avais eu des stages à une certaine période parce que entre ma première année et deuxième année, c'était difficile d'avoir des stages. Mais si j'avais eu des stages pendant ces périodes-là, je pense que je serais à un autre niveau aujourd'hui. Oui. C'est important de, comme je dis, ne négliger aucun stage. Ouais. Si vous avez la possibilité, même si vous êtes en première année, commencez les stages. Parce que le profil, en fait, tu le construis dès ton année dès ta première année. Tous les stages que tu vas faire peuvent être valuables, en fait, sur ton CV. Et puis, bien sûr, en fonction de l'organisation pour laquelle tu postules, tu mettras en avant certaines expériences ou pas du tout. Mais en termes de soft skills, déjà, ça te permettra, en fait, d'être déjà confronté au monde de l'entreprise et d'avoir un background, en fait, à vendre, on va dire, au recruteur. Il saura, par exemple, que si, durant ta première année, tu as fait un stage d'exploration en 3 mois dans un cabinet de conseil cabinet de conseil en finance, que tu connais le monde de la finance. Il n'attend pas de toi, en fait, que tu produises de la data sur la finance, mais au moins que tu comprennes la philosophie du métier, etc. Donc, c'est ça qui va te permettre de construire ton profil et toi-même, en fait, de savoir exactement dans quoi tu veux te spécialiser. Oui. Mais si tu n'as pas déjà eu des expériences et que c'est ta première, tu vas te sentir frustré, mais pas que ça va t'empêcher d'évoluer. Pas du tout. S'il y a l'occasion, vas-y. Oui. S'il n'y a pas, tu essaies de te former le plus possible. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est certification gratuite. Essaie de le faire. Tout ça, ça construit le profil. Et ça rend le profil beaucoup plus attractif. D'aucuns te diraient que, ah oui, mais c'est facile de le dire, mais ici en Côte d'Ivoire, c'est difficile de trouver des stages. J'envoie mon dossier, mon CV, mais personne ne me répond et tout et tout. C'est bien beau. Est-ce qu'il y a la manière pour trouver un stage en Côte d'Ivoire? Ça serait difficile pour moi de te répondre. Vraiment très difficile. Parce que la philosophie de l'écosystème est telle que vraiment, il n'y a pas de glitch dans la matrice. Ouais. Il n'y a pas de faille pour pouvoir rentrer comme ça, tu vois, trouver un stage. Entité est propriétaire de sa culture d'entreprise surtout. Mais ce que je peux recommander, c'est déjà de bien présenter. Moi, je suis ponctuelle. Ouais. Arriver à l'heure. Peu importe le rendez-vous, arriver à l'heure. Ça permet d'avoir une certaine discipline. C'est aussi la posture qu'on se donne. Savoir parler. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je trouve ça peinant que tu discutes avec un étudiant en master et qu'il
n'a pas la posture d'un étudiant en master. Je sais pas si je me fais si. Même la manière d'écrire, la manière de répondre par mail. Faites des mails structurés. Vous envoyez des mails, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Il n'y a rien. Il n'y a pas de point, pas de ponctuation. Il n'y a pas de majuscule. Vraiment, un mail, c'est « Bonjour, monsieur, madame, virgule. Je vous prie, dans l'espoir que ce mail vous trouvera dans de bonnes conditions. » Et puis pourtant, il y a les correcteurs. Le contexte. Merci de bien vouloir trouver en pièce jointe. La pièce jointe est bien nommée, renommée même la pièce jointe. Souvent, tu vois, c'est photo de Annie. Je te jure. Ou bien, fichier 1X. Renommer le fichier correctement, envoyer un beau mail, des relances cordiales. Bonjour monsieur, à la suite de nos échanges pour la précédente réunion, je reviens à titre d'information. Si je souhaiterais, s'il vous plaît, avoir de la visibilité, mon profil. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? En fait, ça fait que le recruteur, en fait, même s'il ne va pas te recruter, oui, ça pèse un peu sur la conscience. C'est ça, il y a quelque chose. Ou bien, il y a quelque chose. Oui, je vous ai envoyé mon CV et c'est vrai que vous n'avez pas réagi, mais je pense que je suis capable de vous apporter une solution dans ce domaine. Dans votre entreprise, j'ai remarqué que... Et je pense qu'il y a des choses qui vous manquent. Et moi, ayant fait ça, je suis capable de vous apporter cette solution. Je peux le faire pendant 2 mois, gratuitement, pour vous montrer de quoi je suis capable. Donc, quand je dis non, moi, c'est le give to get. Non, la donner gratuit. C'est clair. Tu vois, je suis capable de le faire, de vous montrer comment ça fonctionne et tout. Donnez-moi juste l'opportunité de vous le présenter et tout. La manière. C'est juste une question de manière et puis de posture. Je pense qui est très important. Malheureusement... il y a le programme qui permet en fait aux jeunes d'avoir justement cette posture on va dire la bonne posture de demandeur d'emploi, comment se présenter, comment aborder le recrutement, pendant le recrutement, les interviews, les relances, tout ce qui s'ensuit. Mais en tout cas, c'est en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et MCK qui est un cabinet qui est situé à la Riviera Golf. Je vous encourage à vous abonner à la page Facebook de l'agence Emploi Jeune parce qu'il publie beaucoup d'offres de stage. Tous les jours, il publie des offres de stage sur la page Facebook. Oui, c'est bien, il faut s'amuser, il faut rigoler. Mais abonnez-vous à la page. Même allez-y sur le site web. Abonnez-vous à la newsletter aussi pour recevoir directement par mail ces offres de stage. La pratique, même le bénévolat, ça peut être très utile dans votre parcours. On pense que c'est du temps donné gratuitement, mais quand on démarre, quand on est jeune, quand on sort, on a besoin de se former, on a besoin de ce genre de pratique-là pour évoluer et pour attirer l'œil des recruteurs. Ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a la patience et puis il y a la vision, comme la vision que Yéna a eue à un moment donné dans son parcours. Alors, on quitte le Maroc, tu décides de revenir parce que les parents disent que tu dois revenir pour give back à ton pays, la Côte d'Ivoire, 3 fois champion d'Afrique. Et tu intègres la BNI. Oui. La Banque nationale d'investissement. Comment? Une très belle année. J'ai postulé. OK. J'ai postulé, j'ai été retenue. Dieu merci. Je suis rentrée à la BNI. Une très belle année. J'ai fait 1 an à la BNI. OK. En CDD? Non, en CDI. OK. Et c'est juste après en fait, que je rejoins CyberOps Consulting. À la BNI, c'était vraiment une très belle expérience. Tu faisais quoi à la BNI? Alors, j'étais responsable sécurité opérationnelle. Donc, tout ce qui était... c'est aussi de la partie gouvernance. Donc, tout ce qui est audit, tout ce qui est suivi d'action, tout ce qui est remonté à la direction des risques, les risques, sécurité, etc. C'était ce que je faisais de manière quotidienne, au quotidien. Et je gérais en fait la partie sensibilisation aussi pour le personnel de la BNI. Donc, on sillonne les agences pour faire de la sensibilisation. Et c'est un programme justement qui a été bien appuyé par DG Fadiga à l'époque, qui aussi, en fait, dans la stratégie de la banque, avait mis aussi les questions de sensibilisation au cœur de la stratégie même globale de la banque. Donc, il y a beaucoup de programmes qui sont faits. Et même souvent, quand vous êtes en agence aussi, si vous regardez aussi les écrans des agences, il y a de la sensibilisation qui passe aussi, qui est adressée au grand public. Et tu as travaillé sur ça? Oui, j'ai travaillé sur ça à l'époque aussi. Bien sûr, ils l'ont mis à jour depuis. Mais c'est très bien. Et tu rejoins CyberOps avec Franck Kier. Avec Franck Kier. Qu'on salue. Comment tu rencontres Franck Kier? Ah, grande histoire. Je rencontre Franck Kier par Malik Diabaté, qui est un grand frère à moi. Malik Diabaté, coucou Malik. Salut. Par Malik Diabaté.
qui m'écrit, il me dit, ah, mais j'ai un de mes frères qui est dans la cyber, qui a son initiative qui s'appelle CyberOps, qui cherchait, en fait, on va dire, à avoir aussi d'autres membres qui pourraient le rejoindre. J'étais encore au Maroc. Donc là, on était en quelle année? Là, on était en 2020, c'était en plein Covid. C'était en plein Covid. Donc, du coup, il cherchait à savoir s'il y avait des gens qui pouvaient le rejoindre dans l'aventure. C'était l'association. Et j'ai dit, OK, dans tous les cas, je cherchais une activité qui allait aussi me prendre un peu la tête hors du bureau. Et j'ai dit, OK, bon, il faut me passer son numéro. Donc, on s'écrit, on commence à discuter. On commence justement le projet CyberOps auquel je commence à participer. Il me parle du CAF, la première édition. Il me demande si ça m'intéresse, je travaille dessus. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et ça coïncidait aussi dans la même période en fait, où je rentrais à Abidjan. Et on organise la première édition du CAF. Succès, Dieu merci. Je confirme. Totalement succès. Et on se rend compte en fait que l'écosystème justement s'y prêtait. Il y a plein d'initiatives, hein, mais l'écosystème s'y prêtait. Et 4 ans plus tard, on est encore là, Dieu merci. Encore pour une 5e édition. Qui se prépare au Bénin. Le Sakoto et au Bénin cette fois. En tout cas, plein succès pour cette 5e édition qui draine énormément de monde et de professionnels. Normalement, c'est ouvert au grand public aussi? Alors, le Cyber Africa Forum, en fait, s'adresse à tout le monde. Il est ouvert au grand public. Quand on dit grand public, c'est... Bon, je ne vais pas dire grand public, mais au monde de l'entreprise. Parce que, comme on l'a dit, la sécurité est une affaire de tous. Donc, c'est à la fois le secteur public et le secteur privé. Donc, tout le secteur privé qui est, on va dire, l'organisation du directeur général jusqu'à, bien sûr, tous les membres, les collaborateurs sont concernés sur les aspects cybersécurité. Donc, c'est eux, en fait, qu'on convie justement au Cyber Africa Forum. On les convie, 1, pour des questions de sensibilisation, 2, pour des questions purement structurelles sur le secteur, 3, pour des questions stratégiques et de coopération, et 4, pour la mise en avant, en fait, soit d'initiatives comme le Cyber Africa Women, comme le Hacking Challenge, ou bien comme le CAF CISO CEO Club. Donc, ces 4 initiatives, 1, s'adresse aux femmes dans le secteur de la cybersécurité. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Elles ne sont pas nombreuses, Pas beaucoup. Deuxièmement, le Hacking Challenge, c'est pour mettre en avant les profils, parce que justement, c'est... Les white hackers. Les white hackers. Donc, les gentils hackers. Les gentils. Les gentils. Donc, ces profils-là, en fait, on a la possibilité souvent de leur trouver des stages ou lors de ces différentes rencontres, en fait, ils trouvent sur place leur recrutement. On les embauche en même temps. On les embauche pour certains. Troisièmement, il y a la partie CAF CISO CEO Club. Donc, ça s'adresse justement aux RSSI, DSI, pour que eux, dans la transformation de leur métier, ils ont leur propre challenge, ils puissent les adresser. Tu as la partie aussi, ce qu'on appelle le Executive Cyber Awareness. On s'adresse maintenant aux dirigeants. Et les dirigeants, aujourd'hui, ont pris conscience que la cybersécurité, il faut y investir. C'est ça. Donc, comme ils doivent y investir, ils doivent aussi, en fait, avoir la sensibilisation nécessaire. Donc, il y a des thématiques, en fait, qui sont discutées avec eux chaque année. Et on leur permet, s'ils le souhaitent, de les accompagner, pour les cabinets qui viennent là, de les accompagner, de aussi, en fait, leur permettre soit de dérouler ces mêmes types de sensibilisation là aussi pour leur conseil d'administration, etc. Mais c'est aussi de la formation, en fait, qu'on offre. C'est complet. Oui, c'est complet. Et c'est très riche. C'est très riche. C'est très, très riche parce que ce sont des experts reconnus, en fait, qui viennent faire ces démonstrations et faire ces sensibilisations-là et qui permettent aujourd'hui, en fait, de vraiment prendre pleinement conscience on va dire, du sujet. En tout cas, j'y serai. Je viendrai au Bénin, mon autre pays de cœur que j'adore, et je serai présente pour y participer. Et ensuite, Guéna. Impec, voilà. Quand tu ne gères pas les aspects cyber, organisation, PR et tout, comment tu fais pour te détendre? Tu es maman de 2 petites filles. De jumelles. Harry et Aria. Oui, c'est cela. Depuis, ça fait quoi, 1 an maintenant? Ça fait 9 mois. Ah, c'est 9 mois. On passe sur nos 10 mois. Ah ouais, c'est frais comme ça. On est en plein dans la diversification alimentaire. Ouais. En tout cas, félicitations. Merci. J'imagine que c'est des journées hyper chargées en plus du boulot. Oui. Mais bon, monsieur est là. Dieu merci. Pour te soutenir. On le salue. Et comment tu fais en dehors de ta vie, de famille et tout? Quelles sont tes passions? Parce qu'en dehors de...
Tu aimes la lecture? Tu aimes le cinéma? Tu aimes sortir? Tu aimes voyager? Dormir et voyager. Dormir et voyager. Il n'y a rien de tel. Hein? Il n'y a rien de tel. Vraiment, il faut dormir. Je ne sais pas comment vous faites. Il faut dormir parce que j'ai pas... Moi, j'aime dormir. Non, il faut dormir. Non, j'aime dormir. Mais j'aime de me détendre, tu vois. Oui, se détendre. Regarder une série que je voulais regarder depuis. Moi, j'aime beaucoup les animes. Ah! J'aime beaucoup les animes. Moi, j'ai décroché il y a longtemps. Ah, moi, je n'arrive pas à décrocher. Depuis le lycée. Ah, non, je décroche pas. On décroche pas. Quels sont tes animes préférés? Alors, là, je suis en train de suivre Seven Deadly Sins. J'ai tellement d'animes en retard. Ah, ça? Là, je suis Seven Deadly Sins, un peu de One Piece. Il y en a plein. Hein. Ah, ça? Il y en a moi, je peux dire One Piece, j'ai regardé un peu, mais bon. Ça m'a pas branché, mais... Tu étais une fan de Dragon Ball aussi? Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Pardon, je m'incline. Pardon, je demande plus. En vrai, je suis une accro aux animes. Ça me permet de me détendre, Dieu merci. Mon chéri aussi. Lui aussi, il est fan? Oui, il est fan. C'est ça qui vous a permis de vous connecter, de vous rencontrer comme ça? Quand même. Quand même. Il t'a branché en animé? Il a envoyé des... Quand il a commencé à parler comme ça, tu étais là, lui. Non, en fait, je pense que ce qui nous a connectés, c'est le fait qu'il aime le fait que je travaille. Ouais. Que je bouge. Que ça ne le dérange pas. Que ça ne dérange vraiment pas du tout. Et je pense que c'est important parce que, tu sais, dans l'écosystème dans lequel on est, mes journées sont très longues. Très, très longues. Malheureusement, 24 heures ne suffisent plus. Je ne savais même pas que je pourrais dire ça un jour. Ouais. Ça ne suffit pas. Donc, c'est important, en fait, d'avoir un équilibre où tu peux être... Enfin, où les trois réalités peuvent exister. Coexister même. À la fois être maman, à la fois être la compagne et puis à la fois être soi-même. Donc, c'est important que les trois réalités coexistent pour avoir un certain équilibre. Et puis que l'une n'empiète pas sur les autres. Et c'est ça, en fait, qui devrait motiver aussi toutes les femmes qui aimeraient embrasser cette carrière. Il y a malheureusement des préjugés, peut-être des réalités sexistes aussi dans ce domaine, dans ce secteur, où on se dit que c'est chronophage, où on se dit que peut-être il y a... certaines limites qui font que peut-être pour une femme, ça sera plus compliqué alors que c'est juste des a priori et c'est juste des préjugés. Après, il faut avoir la volonté et juste faire ce qu'on aime, en fait. En tout cas, si ce secteur, vous l'aimez. Okay. Mais c'est clair qu'il est chronophage. Il est très chronophage. Et tu sais, il y a... Ça fait... Bon, je pense qu'il y a une sorte de convention implicite en cabinet de conseil. C'est qu'à partir d'un certain moment, il y a un plafond de verre. C'est très rare que tu vois des femmes associées. Quand tu es en cabinet, c'est très rare. C'est-à-dire que il y a certains qui planchent senior manager. Une fois que tu commences à avoir des enfants, c'est fini. Tu peux plus... C'est injuste. C'est totalement injuste. C'est totalement injuste. Certaines, bien sûr, arrivent à passer le plafond de verre, mais vraiment, il existe. Il est réel. Il est là, il est tacite. Il est tacite. Et personne n'arrive à s'y... Les femmes elles-mêmes. Certaines arrivent à se frayer un chemin, mais tu vas te frayer un chemin, peut-être que c'est quand tu es associé que tu vas... Parce que tu te dis que quand tu vas quitter le boulot, tu as tes 3 mois de congé maternité. Et le temps que tu reprennes, c'est un rythme. Ouais. Ça t'a pas attendu. C'est un rythme. Ouais. On t'a peut-être même déjà remplacé d'une certaine manière. C'est ça, on t'a déjà même remplacé d'une certaine manière par quelqu'un qui a tout le temps, un homme. Mais... on dit les luttes. C'est ça. Et les luttes continuent. Sachant que les femmes sont beaucoup plus productives. Oui. Beaucoup plus. Tu l'observes, tu l'as observé ces dernières années. Beaucoup plus productives. Ce sont des atouts de taille. Bien sûr, ce sont des atouts de taille. Et si on remarque bien on va dire, dans certains cabinets où il y a beaucoup de femmes, surtout à des postes de décision, il y a beaucoup plus d'optimisation sur beaucoup de choses. Mais elles s'y mettent. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Vraiment, je pense que ça va venir encore plus. Mais il faut encore lutter parce que ce n'est pas des choses acquises. Il faut parler, il faut lever la voix. Exact. Pour se faire entendre. On est vers la fin, on est à la fin même carrément. Comment tu te projettes dans les 10 prochaines années, surtout dans le domaine de la cybersécurité et toi-même au niveau personnel? Alors, je pense que quand j'ai commencé il y a 8-9 ans, je ne m'attendais pas à être là, mais j'avais une vision bien précise. Moi, je disais toujours que je voulais être la personne vers qui on se tourne quand on veut résoudre une situation. Je n'ai pas dit Olivia Pope, c'est pas pareil. Je sais que c'est ce que tu voulais dire. Je savais. C'était dans ma mais c'est un profil. C'est vrai que c'est fictif, mais c'est littéralement un profil. C'est un profil parce que c'est du damage control sur beaucoup de choses. Ouais.
Mais moi, je veux faire avancer un écosystème. C'est pour ça, justement, que je construis mon profil. Je pense que je n'ai pas encore fini d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. C'est déjà long. Mais en tout cas, je pense que je vais peut-être finir en diplomatie. Cyberdiplomatie, je l'espère. Elle a tous les atouts pour être diplomate. Franchement, elle a tous les atouts. C'est ce que je me souhaite, en tout cas, sur les 10 prochaines années à venir. Et puis, personnellement, aussi d'être une maman géniale pour mes filles. Avec qui tu vas regarder des animés? Bien sûr, elles ont déjà commencé. Il faut qu'on commence. Je leur ai donné des livres là. Donc ça commence, ça vient vite. Non, mon cœur bat même pas pour ça. Ça vient vite, mais c'est aussi ça parce que les voir grandir. Les voir grandir. En bonne santé. Oui, vraiment, j'espère rester suffisamment en bonne santé pour pouvoir les accompagner, courir avec elles, et leur offrir justement l'espace créatif qu'elles méritent. Parce que je pense qu'il faut offrir un espace créatif à ses enfants et les laisser exprimer leur talent. C'est très important. Dieu merci, moi j'ai eu un espace où je pouvais m'exprimer. Et je pense que c'est ce qu'il faut préserver. On te le souhaite. Merci. On te le souhaite. Tu avais des choses à dire. Tu penses que tu les as bien dites? J'espère. J'espère. En tout cas, nous, c'était un plaisir de te recevoir. C'était un plaisir pour moi de te recevoir. Je pense qu'on avait déjà eu cette conversation un peu sur ton parcours en off à une autre occasion. C'est cela. Et je me suis dit, ce serait vraiment bien de pouvoir partager ça avec d'autres personnes, avec mes abonnés, avec toutes ces personnes qui vont découvrir cet échange. Tu es une femme qui sait où elle va, qui est déterminée, qui est concentrée, très concentrée, et qui surtout a l'ambition de pouvoir aussi, d'une certaine manière, inspirer d'autres jeunes femmes, d'embrasser ce type de profil comme toi. Je veux, en tout cas, que tu puisses inspirer d'autres jeunes femmes à avoir ce type de profil comme toi. On en a beaucoup besoin. On parle de vocation. Il ne faut qu'ils aient, et de ce côté, mais de l'autre côté également. Pour que, on ait une génération et une nation qui est quand même à un certain niveau, et au niveau de la diplomatie numérique, mais également au niveau de la cybersécurité. C'est très important. Les enjeux sont énormes. On voit d'autres nations investir des milliards de dollars, 500 milliards de dollars pour être leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la sécurité informatique. On a tous les atouts pour. En tout cas, merci à toi. C'est moi. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, je vais toujours le rappeler. Vous cliquez sur la cloche de notification et vous vous abonnez si ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, réagissez en commentaire, donnez vos avis sur ce que vous avez pensé de partage d'expérience de Yéna. Et à bientôt. Ciao, ciao.